L'air de Lambeth Palace, même en plein cœur de l'été, portait toujours une certaine mélancolie, une odeur de pierre humide et de vieux parchemin, mêlée au parfum sucré des roses grimpantes qui s'accrochaient aux murs noircis. C'était là, loin des éclats mordants de la cour d'Henri VIII, que la petite Catherine Howard avait vu éclore ses premières années, entre les années 1523 et 1525. Une enfance sans la rigidité que son rang aurait dû lui imposer, sous la tutelle lâche et souvent distraite de sa grand-mère, la duchesse douairière de Norfolk, Agnès Tilney. La duchesse, une femme imposante et souvent absorbée par ses propres affaires ou par les intrigues lointaines du pouvoir, laissait les jeunes filles de sa maisonnée vagabonder, leurs précepteurs plus soucieux de leur propre confort que de la stricte moralité de leurs pupilles. Catherine, avec ses cheveux d'un châtain doré qui captaient la lumière comme des fils d'or, et ses yeux vifs, d'un bleu profond, était une enfant de son temps, mais dotée d'une liberté rare. Elle courait dans les jardins clos, riait aux éclats avec les autres jeunes filles, ses jupes amples soulevant la poussière des allées pavées. L'absence de surveillance stricte avait créé un terreau fertile pour une insouciance quasi coupable, une naïveté face aux conséquences qui allaient sceller son destin. Les leçons de musique, dispensées par le maître Henry Manox, étaient souvent des moments de complicité ambiguë. Manox, un homme d'une trentaine d'années, aux mains agiles sur le luth et aux yeux pétillants d'une curiosité trop pressante, avait rapidement perçu la vulnérabilité de la jeune Catherine. Dans le salon de musique, où les rayons du soleil peinaient à percer les lourds rideaux de velours, l'atmosphère devenait parfois lourde, chargée d'une tension nouvelle. Ses doigts effleuraient les siens sous prétexte de corriger une position, ses murmures se faisaient plus proches, plus intimes que ne l'aurait permis l'étiquette. Catherine, avide d'affection, de cette attention qui lui manquait tant de la part de sa grand-mère, se laissait prendre au jeu, sans comprendre pleinement la portée de ses gestes, de ses regards. Son cœur juvénile, affamé de tendresse, interprétait ses attentions comme une forme d'amour, le seul qu'elle ait connu jusqu'alors. Puis vint Francis de Rame, un jeune homme au service de la duchesse, aux manières plus rudes mais au charme certain. Il était un peu plus âgé, un peu plus conscient des jeux de la cour et des dangers du monde. Leur rencontre se faisait dans les recoins ombragés des jardins, près de la fontaine où l'eau chantait une mélodie éternelle, ou dans les corridors déserts du palais une fois la nuit tombée. Les baisers volés, les promesses murmurées, les petits cadeaux échangés en secret, tout cela tissait une toile de liaison précoce, de comportements insouciants, loin des rigueurs attendues d'une jeune femme de son rang, promise à un avenir potentiellement brillant. Catherine se sentait vivante, désirée, une sensation enivrante qui masquait la dangerosité de ces jeux interdits. L'insouciance juvénile la drapait d'une cape d'invincibilité illusoire, son désir d'affection et d'attention la poussant toujours plus loin, sans jamais mesurer le prix à payer. Elle riait, elle aimait, elle vivait, dans un monde où les ombres du passé n'étaient que des jeux d'enfants, et où l'avenir, un horizon lointain et sans contrainte. Les années s'écoulèrent, et avec elles, l'innocence de Lambeth Palace s'estompa, remplacée par l'éclat aveuglant de la cour royale. En 1539, Catherine Howard, jeune femme épanouie, fut introduite à la cour en tant que dame d'honneur de la nouvelle reine, Anne de Clèves. C'était un monde nouveau, une explosion de couleurs, de tissus soyeux, de bijoux scintillants, mais aussi de regards perçants et de murmures discrets. La cour d'Henri VIII était une entité vivante, vibrante de vie et de danger, où l'apparence était toute et où l'intrigue était monnaie courante. L'air y était chargé de parfums capiteux, de cire fondue, de sueur et de l'odeur métallique de l'ambition. Chaque pas était mesuré, chaque mot pesé, chaque sourire un masque. Catherine, avec sa beauté éclatante et sa vivacité naturelle, ne tarda pas à attirer les regards. Ses mouvements gracieux, son rire cristallin, sa jeunesse même, contrastaient avec la mélancolie grandissante du roi Henri VIII, déjà là de son mariage arrangé avec la placide Anne de Clèves. Le roi, vieillissant, affligé par ses maux et les fantômes de ses mariages passés, cherchait une étincelle, une renaissance. Il trouva en Catherine l'écho de sa propre jeunesse perdue, la promesse d'une nouvelle passion. Catherine, de son côté, était à la fois excitée par la nouveauté de la cour et son faste, et terrifiée par la puissance écrasante du roi. Son ambition naissante se mêlait à une certaine appréhension, car elle savait que les attentes de la vie royale étaient complexes et souvent impitoyables. Elle observait les dames d'honneur, les courtisans, les ministres, chacun jouant son rôle dans cette danse macabre de pouvoir. Elle sentait les regards du roi sur elle, lourds, insistants, et une étrange sensation de vertige l'envahissait. Elle était une proie, mais aussi une opportunité, une force nouvelle dans le jeu complexe de la succession. L'année 1540 marqua un tournant décisif. Henri VIII, de plus en plus épris de Catherine, se lança dans une manœuvre politique audacieuse pour faire annuler son mariage avec Anne de Clèves. La cour devint un théâtre où les destins de deux reines étaient en jeu. La tension était palpable, chaque couloir, chaque antichambre résonnait des murmures et des chuchotements. Catherine, consciente de l'attention royale, fut courtisée avec une ferveur inédite. Des cadeaux somptueux, des robes de soie brodées, des bijoux étincelants, des fourrures rares affluaient dans ses appartements. Chaque objet était une déclaration silencieuse, un gage de la passion royale. Elle flottait dans un état d'exaltation et de vertige.
La peur de l'échec et de la disgrâce, si fréquente à cette cour, était contrebalancée par une confiance grandissante dans son pouvoir de séduction et l'évidence de son ascension. Elle se sentait invincible, drapée de la faveur royale, et commençait à croire que son charme pouvait tout conquérir. Les courtisans, fins observateurs, avaient rapidement compris la direction du vent. Les sourires se faisaient plus larges sur son passage, les courbettes plus profondes. Les alliés potentiels se pressaient autour d'elle, cherchant à capter un mot, un regard, une faveur. Catherine, bien que jeune, apprenait vite les règles non écrites de ce jeu dangereux. Elle jouissait de cette nouvelle influence, même si, au fond d'elle, une petite voix lui rappelait la fragilité de sa position, la rapidité avec laquelle les favorites pouvaient tomber. Mais l'éclat du présent était trop fort pour laisser place aux sombres pressentiments. Le 28 juillet 1540, quelques jours seulement après l'annulation du mariage avec Anne de Clèves, Catherine Howard épousa Henri VIII. La cérémonie fut discrète, presque secrète, loin du faste habituel des mariages royaux. Pas de procession grandiose, pas de banquet public, juste un échange de vœux dans l'intimité d'une chapelle privée, sous le regard de quelques témoins triés sur le volet. L'atmosphère était un mélange étrange d'intimité forcée et de grandeur discrète, empreinte d'une hâte royale. Le secret entourant l'événement contrastait fortement avec l'énormité de ses implications. Catherine, vêtue d'une robe simple mais élégante, sentait une euphorie mêlée de solennité l'envahir. Elle était reine d'Angleterre, le triomphe était immense, la consécration de son ambition la plus folle. Pour Henri VIII, c'était un sentiment de sécurité et de renouveau, une bouffée d'air frais après les désillusions successives. Il voyait en elle la promesse d'un héritier mâle, la continuation de sa lignée, la jeunesse retrouvée. Mais cette joie, pour tous les deux, était éphémère, masquant l'ombre des doutes et des attentes qui pesaient déjà sur leur union. Catherine, malgré son bonheur, ne pouvait s'empêcher de penser aux reines qui l'avaient précédée, et dont le destin avait été si tragique. La couronne était lourde, plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. La fin de l'année 1540 fut une période de lune de miel royale. Catherine savourait sa nouvelle position de reine, apportant de la jeunesse et de la gaieté à une cour souvent morose. Les fêtes se succédaient, les banquets résonnaient de musique et de rire. Henri VIII, visiblement rajeuni par sa présence, se montrait plus gai, plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Son affection pour Catherine était manifeste, ses regards sur elle empreints d'une tendresse presque paternelle, mais aussi d'une passion retrouvée. La reine, drapée de soie et de velours, scintillante de diamants et de perles, semblait flotter au-dessus des réalités de la vie de cour. Son bonheur était superficiel, son insouciance presque totale. Elle se sentait invincible, la favorite d'un roi puissant, à l'abri de toute menace. Pourtant, sous cette façade d'optimisme apparent, une anxiété latente commençait à se faire sentir. Les rumeurs, comme une mélodie discordante dans un concert de joie, commençaient à circuler. Des lettres anonymes, glissées dans les mains de courtisans influents ou déposées discrètement sur les bureaux des conseillers, évoquaient des relations antérieures de la reine, des secrets enfouis de son passé à Lambeth Palace. Les fantômes de son passé, ceux qu'elle avait cru pouvoir enterrer sous le poids de sa nouvelle dignité, commençaient à se manifester. Catherine, parfois, sentait un frisson lui parcourir l'échine, une angoisse croissante face à cette menace invisible mais persistante. Elle tentait de l'ignorer, de la noyer dans les plaisirs de la cour, dans l'affection du roi, mais elle savait, au fond d'elle, que le passé avait une mémoire tenace. Pour Henri, ce fut un répit temporaire dans sa mélancolie, une parenthèse enchantée avant que la réalité ne le rattrape. Il ignorait encore l'étendue des murmures, aveuglé par son affection, mais la graine du doute était semée, prête à germer dans l'esprit tourmenté du monarque. La cour, si prompte à la célébration, était également un nid de vipères, où la chute était aussi rapide que l'ascension. Et Catherine, dans son bonheur fragile, n'en mesurait pas encore toute la cruauté. Si vous appréciez cette immersion dans les coulisses de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des destins royaux. Le début de l'année 1541 éclata sur la cour avec une effervescence joyeuse, presque enivrante. Catherine, reine d'Angleterre, était l'épicentre de cette nouvelle vitalité. Ses éclats de rire résonnaient dans les grandes salles de Greenwich, où les tapisseries anciennes semblaient s'éclairer sous son regard. Henri VIII, jadis un colosse fatigué et alourdi par les maux de son corps et les cicatrices de son âme, semblait avoir rajeuni de 10 ans. Ses yeux, souvent embués de mélancolie, brillaient d'une affection renouvelée pour sa jeune épouse. Il la couvrait de cadeaux, de fêtes, de joutes et de masques, comme pour conjurer les ombres qui s'étaient accumulées au fil de ses mariages malheureux. Les jours s'étiraient, baignés d'une lumière douce et trompeuse. Catherine, enivrée par ce pouvoir soudain et l'adoration royale, flottait dans une bulle d'impunité. Elle confondait la liberté que lui offrait l'amour du roi avec une forme d'immunité, oubliant les leçons de prudence que la cour, ce serpent aux 1000 têtes, tentait d'enseigner à chaque pas. Elle organisait des danses jusqu'à l'aube, ses pas légers et ses cheveux détachés, un défi silencieux aux rigueurs de l'étiquette. Les musiciens peinaient à suivre le rythme endiablé de ses fantaisies. Ses robes, toujours plus somptueuses, révélaient une taille fine, une nuque délicate, et attiraient les regards.
Elle était belle, elle le savait, et elle aimait cette sensation d'être le soleil autour duquel gravitait la cour. Pourtant, sous cette surface polie et scintillante, de fines fissures commençaient à apparaître. L'indulgence du roi, aussi douce fût-elle, créait un espace dangereux, un terrain propice à l'imprudence. Catherine, dans sa naïveté, ne voyait pas les regards obliques des dames d'honneur plus âgées, les sourires forcés des courtisans qui avaient déjà vu tant de favorites s'élever et chuter. Elle se liait d'amitié avec des jeunes gens de son âge, des cousins, des dames de compagnie, dont la légèreté d'esprit égalait la sienne. Les conversations se faisaient plus légères, les plaisanteries plus osées, et parfois, un mot, un geste, dépassaient les limites de la bienséance. Lady Rochefort, avec son sourire énigmatique et ses yeux perçants, était souvent à ses côtés, une ombre discrète mais attentive, prête à encourager ou à manipuler. Catherine, elle, savourait chaque instant, persuadée que son bonheur était une forteresse inexpugnable. Elle était la reine, la favorite, et l'avenir lui appartenait. Le printemps de cette même année, 1541, apporta avec lui une ombre inattendue, une menace silencieuse qui allait s'allonger sur l'éclat de la jeune reine. Un jour, alors qu'elle supervisait la préparation d'un banquet, un nouveau visage apparut parmi ses secrétaires. Un visage familier, trop familier. Francis de Rame. Son cœur manqua un battement, un froid glacial lui saisit les entrailles, remontant le long de sa gorge. Elle sentit le sang se retirer de ses joues, et elle dut s'accrocher à la table pour ne pas vaciller. C'était lui, le fantôme de son passé à Lambeth, l'ombre de ses premières imprudences. De Rame, les cheveux plus foncés, le visage marqué par quelques années supplémentaires, mais les mêmes yeux persistants, la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. Il y avait dans son regard un mélange de défi, de nostalgie et d'une amère satisfaction. Il était son ancien amant, celui avec qui elle avait échangé des serments volés et des baisers interdits, et il était maintenant son secrétaire personnel. Qui avait manigancé cela? Elle avait bien fait une demande vague pour des visages familiers, des personnes en qui elle pourrait avoir confiance, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il ressurgirait ainsi, du néant de son passé. Elle avait cru l'avoir enterré sous les fastes de sa nouvelle vie, mais le voici, exhumé, prêt à la hanter. Leurs premières interactions furent d'une tension palpable, invisible pour la plupart, mais déchirante pour Catherine. Chaque mot échangé était lesté de leur histoire commune. De Rame, avec une politesse forcée, s'inclinait profondément, mais ses yeux ne quittaient jamais les siens, comme s'il cherchait à lire dans les profondeurs de son âme les traces de ce qu'ils avaient partagé. Catherine répondait par des monosyllabes, la voix étrangement rauque, les mains moites. La panique montait en elle, une marée froide qui menaçait de l'engloutir. Il connaissait ses secrets, les plus intimes, les plus dangereux. Il détenait une part de son passé qui, si elle venait à être révélée, pourrait détruire tout ce qu'elle avait bâti. De Rame, de son côté, ressentait un étrange mélange de ressentiment et d'espoir secret. Il avait été le premier, le confident, et l'avoir trôné en reine, inaccessible, ravivait en lui une blessure. Mais sa présence à ses côtés, si proche, lui donnait un pouvoir subtil, une revanche silencieuse. Il sous-estimait les dangers de ce jeu, aveuglé par son orgueil et une nostalgie amère. Catherine se sentait piégée, un oiseau aux ailes coupées, dont le chant joyeux s'était transformé en un murmure d'angoisse. L'éclat de la cour s'était assombri, teinté d'une ombre menaçante qui s'allongeait à chaque pas de Rame. L'été 1541, loin d'apporter le réconfort, fut la saison des passions irréfléchies et des décisions funestes. Malgré la présence de Rame, ou peut-être à cause de l'anxiété qu'il lui inspirait, Catherine se jeta tête baissée dans une nouvelle liaison, encore plus dangereuse. Thomas Culpeper, un jeune gentilhomme de la chambre privée du roi, était un cousin éloigné, mais surtout, un homme d'une beauté frappante, avec des yeux vifs et un sourire désarmant. Il était l'incarnation de la jeunesse et de la fougue que Catherine cherchait désespérément. Leur attirance fut immédiate, une étincelle silencieuse qui jaillit lors d'un bal, sous les lustres étincelants de Hampton Court. Un regard échangé, une main qui s'attarda un peu trop longtemps sur la sienne lors d'une danse, un murmure qui sonnait plus intime que ne l'aurait permis l'étiquette. Catherine, lassée de l'affection paternelle du roi, de son corps vieillissant et de son esprit tourmenté, cherchait une évasion, un frisson. Culpeper, audacieux et ambitieux, fut captivé par la reine. La dangerosité même de l'entreprise ajoutait à son attrait. C'est Lady Rochefort, avec son sens aigu de l'intrigue et son désir de rester dans les bonnes grâces de la reine, qui facilita leur rencontre clandestine. Ses motivations étaient complexes, un mélange de loyauté tordue, d'ennui et peut-être une jouissance perverse à manipuler les destins. Elle connaissait les recoins secrets du palais, les passages dérobés, les moments où la cour s'endormait. Les rendez-vous se faisaient la nuit, sous le manteau des ténèbres, dans les jardins où l'odeur des roses se mêlait à la tension électrique de l'interdit. Une nuit, le clair de lune filtrait à travers les branches d'un chêne centenaire, jetant des ombres mouvantes sur une allée isolée. Catherine, drapée d'un lourd manteau à capuche, le cœur battant à tout rompre, attendait. Le silence de la nuit n'était rompu que par le chant lointain d'un rossignol et le froissement de sa soie sous le velours. Puis, une silhouette émergea des ténèbres. Culpeper. Leurs mains se rejoignirent, chaudes, avides.
Leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser volé, désespéré. C'était une passion irréfléchie, un désir ardent qui les consumait, les poussant à ignorer les conséquences. Catherine cherchait dans les bras de Culpeper l'excitation et l'affection qu'elle ne trouvait plus auprès du roi. Elle se sentait jeune, désirable, vivante. Culpeper, lui, était aveuglé par l'amour et l'ambition, par le frisson d'avoir conquis la reine. Chaque rencontre était un pari avec la mort, un jeu dangereux qui les enivrait davantage. Les murmures échangés étaient des promesses, des serments, des aveux de ce désir brûlant qui les liait. La complicité coupable de Lady Rochefort, son sourire encourageant, les poussait toujours plus loin sur le chemin de la perdition. L'air était chargé d'une tension érotique et risquée, où le moindre bruit, la moindre ombre, pouvait signifier la fin. De l'été à l'automne de cette même année, 1541, les rencontres entre Catherine et Thomas Culpeper devinrent de plus en plus fréquentes, de plus en plus audacieuses. L'ivresse de l'interdit, loin de les rendre prudents, les poussait à une arrogance croissante. Catherine, se sentant intouchable sous le bouclier de l'amour du roi, commençait à confondre sa position avec une invincibilité éternelle. Elle accordait à Culpeper des faveurs discrètes mais significatives. Une broche ornée de pierres précieuses, une position plus avantageuse à la cour, un regard prolongé en public qui ne passait pas inaperçu. Le palais, autrefois un lieu de célébration et de faste, se transformait lentement en un nid de rumeurs et de soupçons. Les domestiques, fins observateurs des allées et venues de leur maître, ne tardèrent pas à remarquer les motifs récurrents. Une lumière allumée tard dans la nuit dans une aile habituellement sombre, des portes laissées entr'ouvertes par inadvertance, des chuchotements étouffés dans les couloirs déserts. Les écuyers du roi, les femmes de chambre de la reine, les valets de pied, tous avaient leurs propres histoires à raconter, leurs propres interprétations des événements. Les murmures se propageaient comme un feu de brousse, de la cuisine à la garde-robe, des écuries aux antichambres. Bientôt, les courtisans eux-mêmes, toujours à l'affût d'un scandale, commencèrent à observer Catherine et Culpeper avec une curiosité malsaine. Les regards se faisaient plus insistants, les conversations s'interrompaient brusquement au passage de la reine. Francis de Rame, toujours présent comme secrétaire, observait tout avec une acuité douloureuse. La jalousie le rongeait, mêlée à une peur grandissante pour sa propre sécurité. Il voyait l'imprudence de Catherine, la folie de Culpeper, et savait que tôt ou tard, le château de cartes s'effondrerait. Sa peur était mêlée d'un certain plaisir coupable, une amère satisfaction de voir celle qu'il avait abandonnée se diriger vers sa propre perte. Il se sentait à la fois complice malgré lui et victime potentielle, oscillant entre l'envie de la protéger et celle de la dénoncer, de se venger de l'affront. Il savait que ses secrets éventés seraient leur ruine, mais il ne pouvait détourner le regard de cette tragédie grecque en marche, où les destins étaient scellés par l'hubris et la fatalité. Catherine, dans son arrogance, se croyait intouchable, capable de manipuler les fils de son destin, ignorant que les fils de la cour étaient bien plus nombreux et bien plus solides. À l'automne 1541, une pesanteur s'installa sur la cour, comme un orage qui menaçait d'éclater à tout moment. L'éclat joyeux des premiers mois s'était terni, remplacé par une atmosphère chargée de non-dits et de craintes silencieuses. Les sourires des courtisans étaient devenus plus figés, les conversations plus prudentes, les regards plus fuyants. La cour était divisée, non pas ouvertement, mais par une scission invisible entre ceux qui percevaient l'imprudence grandissante de la reine et ceux qui, par loyauté forcée, par peur ou par un aveuglement volontaire, feignaient l'ignorance. Les membres du conseil privé, ces hommes d'État aguerris qui avaient navigué dans les eaux dangereuses de la politique royale pendant des décennies, commencèrent à recevoir des échos des rumeurs. Édouard Seymour, comte de Hertford, dont la sœur Jane avait été une reine adorée, observait Catherine avec une inquiétude grandissante. Charles Brandon, duc de Suffolk, ami proche du roi, ressentait une anxiété sourde. Thomas Wriothesley, secrétaire d'État, voyait les rapports s'accumuler sur son bureau, des fragments d'informations glanés ici et là, des plaintes anonymes, des témoignages indirects. Le dilemme moral était atroce. Alerter le roi, c'était risquer de déclencher une fureur incontrôlable, une tempête de colère qui pourrait emporter non seulement la reine, mais aussi ceux qui auraient osé briser sa paix. Henri VIII, dans sa vieillesse et sa fragilité, était imprévisible, capable de se retrancher dans un déni obstiné ou de se laisser emporter par une rage destructrice. Mais se taire, c'était risquer d'être complice, de laisser le scandale grandir jusqu'à ce qu'il éclate de manière incontrôlable, mettant en péril la stabilité de la couronne et la réputation du souverain. L'air était lourd, chacun mesurant le risque de parler ou de se taire. Les nuits étaient agitées, les esprits travaillaient, anticipant l'inévitable confrontation. Catherine, dans son palais de plaisance, semblait ignorer l'ampleur du danger qui se rapprochait. Elle continuait à vivre dans une fausse confiance, persuadée que son charme et la passion du roi la protégeraient de tout. Elle ne voyait pas les regards lourds de Lady Mary Howard, sa sœur, ni les expressions préoccupées de Lady Margaret Douglas. Elle ne sentait pas le silence qui s'épaississait autour d'elle, le silence qui précède toujours la tempête. Les membres du conseil, eux, se préparaient. Ils savaient que la vérité, même la plus amère, finirait par éclater.
Et lorsqu'elle le ferait, la cour tout entière en serait bouleversée, et le destin de la jeune reine, scellé. L'horloge du destin avait commencé à égrener ses dernières secondes, et personne ne pouvait l'arrêter. L'automne de l'an de grâce 1541 s'était posé sur l'Angleterre avec une lenteur mélancolique, drapant les paysages de teintes rousses et dorées, mais apportant à la cour une lourdeur plus sinistre encore que les brumes matinales. Les jours raccourcissaient, et avec eux, l'éclat joyeux qui avait animé le palais sous le règne de la jeune reine Catherine semblait s'éteindre, remplacé par une atmosphère de non-dits et de craintes sourdes. Les courtisans, maîtres dans l'art de lire entre les lignes des visages et des silences, sentaient que le vent tournait, mais personne n'osait encore nommer la tempête qui s'amoncelait. C'est dans ce climat d'attente anxieuse que l'archevêque Thomas Cranmer, homme de foi et de devoir, se retrouva confronté à l'inévitable. Un matin de novembre, alors que les premières gelées blanchissaient les toits de Londres et que le feu crépitait doucement dans sa cheminée, son cabinet à Lambeth Palace était imprégné d'une tension glaciale. L'odeur du papier ancien et de l'encre se mêlait à celle de la cire chaude des chandelles, jetant des ombres dansantes sur les piles de manuscrits et les lourds volumes reliés de cuir. Assis à son bureau massif, l'archevêque, le visage émacié par les soucis et les longues nuits de prière, relisait des missives papales, tentant de trouver un réconfort dans la rigueur théologique. Un léger coup à la porte interrompit sa concentration. Son secrétaire, le visage grave, introduisit un homme dont l'apparence contrastait avec la solennité du lieu. John Lascelles, ancien serviteur de la duchesse de Norfolk, se tenait là, mal à l'aise dans ses vêtements simples, les mains crispées sur un petit paquet enveloppé de toile. Ses yeux, d'un bleu pâle, étaient injectés d'une nervosité évidente, mais aussi d'une détermination farouche. Il avait bravé la peur, le long chemin, et la menace de l'oubli pour accomplir ce qu'il considérait comme son devoir. « Monseigneur, commença Lascelles d'une voix rauque, je viens à vous avec des informations d'une gravité telle qu'elle pourrait ébranler le royaume. » Cranmer, habitué aux plaintes et aux requêtes, leva un sourcil, invitant l'homme à s'approcher. Il perçut immédiatement une sincérité dans le tremblement de sa voix, une authenticité dans la sueur froide qui perlait sur son front. Lascelles s'avança, posa le paquet sur le bureau de chêne poli et le dénoua avec des doigts malhabiles. En dessous gisait une lettre, pliée avec soin, le parchemin jauni par le temps mais l'écriture encore distincte. « C'est de ma sœur, expliqua Lascelles, elle a servi sous la duchesse de Norfolk, comme moi. Elle a été le témoin de 2 choses qui se sont passées bien avant que sa majesté ne monte sur le trône. Des choses concernant la reine Catherine. » Cranmer prit la lettre. Le parchemin était froid sous ses doigts, mais son contenu s'annonçait brûlant. Il commença à lire, et à chaque ligne, l'air dans la pièce semblait se raréfier. La plume de la sœur de Lascelles avait tracé avec une précision déconcertante les détails des relations passées de Catherine Howard à Lambeth Palace. Les noms d'Henry Manox, le professeur de musique, et de Francis Derham, l'homme de la cour, jaillissaient du texte comme des coups de poignard. Des baisers volés, des promesses murmurées, des nuits passées en secret, des intimités partagées bien avant que la jeune Catherine ne devienne l'épouse du roi. C'était un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé, annonçant le début de la fin pour la reine et plaçant l'archevêque dans une position intenable. L'horreur et la consternation s'emparèrent de Cranmer. Il sentit une nausée monter en lui. Non pas pour la jeune femme elle-même, dont l'insouciance juvénile semblait s'être muée en une imprudence fatale, mais pour les implications cataclysmiques de ces révélations. Le mariage du roi, la stabilité de la succession, la dignité de la couronne, tout était menacé. Henri VIII, déjà meurtri par les échecs matrimoniaux, ne supporterait pas une telle humiliation. Le devoir de Cranmer, en tant que premier conseiller spirituel du roi, était de révéler la vérité, aussi douloureuse fût-elle. Mais la peur le saisissait également, la peur de la rage royale, de la destruction qui s'ensuivrait, et de la possibilité que le messager, quel qu'il soit, puisse être brisé dans la tourmente. Il renvoya Lascelles, lui promettant discrétion et justice, puis resta seul, la lettre froissée dans sa main, le regard perdu dans les flammes dansantes de la cheminée. Le poids du royaume semblait reposer sur ses épaules frêles. Les jours suivants furent un tourment silencieux pour l'archevêque. Henri VIII, ignorant encore la teneur exacte des accusations, avait donné des ordres vagues pour enquêter sur des rumeurs persistantes concernant le passé de la reine, des murmures qui avaient commencé à poindre à la cour. Cranmer, déchiré entre sa loyauté au roi et la compassion qu'il pouvait éprouver pour la jeune femme, dut obéir. Il mena une enquête discrète, presque fantomatique, dans les coulisses du pouvoir. Les interrogatoires se déroulaient dans des pièces sombres et froides du palais, où la lumière du jour peinait à pénétrer, et où les murs épais semblaient écouter chaque mot chuchoté. Henry Manox fut le premier à être appréhendé. Le maître de musique, vieilli et effrayé, fut arraché à son existence paisible. Conduit devant Cranmer, il tremblait comme une feuille. L'odeur de sueur froide emplissait la petite pièce où il était interrogé. Ses mains, autrefois agiles sur les cordes d'un luth, étaient maintenant moites et agitées. Cranmer, d'une voix calme mais ferme, lui exposa les faits, les détails précis tirés de la lettre de Lascelles. Manox, d'abord dans le déni, puis dans une tentative maladroite de minimiser les faits, finit par s'effondrer.
Les larmes coulaient sur son visage buriné alors qu'il avouait. Il raconta les leçons de musique qui s'étaient transformées en moments d'intimité interdite, les gestes déplacés, les baisers échangés dans l'ombre. Sa voix était à peine audible, brisée par la peur et la honte, mais ses aveux étaient clairs, accablants. Puis vint le tour de Francis de Rame. Il fut arrêté dans l'un des couloirs du palais, où il servait encore comme secrétaire de la reine, sa présence même une ironie cruelle du destin. De Rame, plus audacieux et plus conscient des enjeux, tenta d'abord de résister. Ses yeux noirs, autrefois pétillants d'une ambition juvénile, lançaient des éclairs de défi. Il nia, il protesta, il tenta de retourner les accusations. Mais Cranmer, armé des aveux de Manox et des détails de la lettre, ne le lâcha pas. La pression était immense, les murs de pierre semblaient se refermer sur lui. Finalement, la façade de Rame se craquela. Il avoua sa liaison passée avec Catherine à Lambeth, les serments de mariage échangés, les nuits passées ensemble sous le toit de la duchesse de Norfolk. Mais son témoignage ne s'arrêta pas là. Rongé par le ressentiment et peut-être une volonté tordue de se venger de celle qu'il avait oubliée pour le trône, il laissa tomber une bombe encore plus dévastatrice. Il avoua avoir eu des rencontres avec la reine après son mariage avec Henri VIII. Des lettres échangées, des rendez-vous secrets organisés, des faveurs sollicitées. La vérité se dévoilait lentement, goutte à goutte, dans une atmosphère de trahison et de désespoir. Cranmer, le cœur lourd, consignait chaque mot, chaque aveu, avec une méticulosité douloureuse. Les preuves s'accumulaient, irréfutables, scellant le destin de la reine. La confrontation finale eut lieu dans les appartements privés de la reine Catherine, un espace habituellement rempli de rires et de parfums, mais qui, ce jour de novembre, semblait imprégné d'une atmosphère de mort. Le feu crépitait dans la grande cheminée, mais ses flammes ne parvenaient pas à réchauffer l'air glacial qui s'était installé. Les lourds rideaux de velours, tirés, plongeaient la pièce dans une pénombre lugubre, comme si le soleil lui-même refusait d'être témoin de la scène. Cranmer se tenait face à Catherine, sa silhouette élancée et grave contrastant avec la jeune femme, assise sur un tabouret brodé, le dos droit, la tête haute, ses yeux bleus lançant des éclairs de défi. Elle portait une robe de soie bleue, ornée de perles, qui semblait désormais un linceul royal. Autour d'eux, le silence était si profond qu'on aurait pu entendre les battements de leur cœur. L'archevêque, sa voix empreinte d'une tristesse résignée, commença à dérouler le fil des accusations. Il parla des lettres, des témoignages, des aveux de Manox et de Rame. Il énuméra les détails intimes, les lieux, les dates, les promesses murmurées. Chaque mot était un coup, chaque nom une flèche. Catherine, d'abord, fut dans le déni. Son visage, si souvent illuminé par la gaieté, se crispa dans une expression d'incrédulité et de colère. « Ce sont des mensonges, des calomnies !» s'écria-t-elle, sa voix habituellement mélodieuse, maintenant rauque et stridente. « Comment osez-vous, monseigneur, proférer de telles infamies contre votre reine ?» Elle se leva d'un bond, son corps tout entier vibrant d'indignation. « C'est une conspiration, une machination de mes ennemis. » Cranmer, cependant, ne recula pas. Il sortit les parchemins des confessions, les posant sur une petite table à côté d'elle. « Votre Majesté, les preuves sont accablantes. Les hommes eux-mêmes ont confessé, sous serment, les détails de vos relations passées. » Il cita des passages, des descriptions précises des moments partagés avec Manox, puis avec Rame. Les mots, crus et sans phare, résonnaient dans le silence de la pièce. Le visage de Catherine blanchit. Son assurance commença à s'effriter, comme une fresque ancienne sous l'effet du temps. La colère fit place à l'effroi. Elle écoutait, ses yeux fixés sur les parchemins, comme si elle pouvait y lire sa propre condamnation. Le passé, qu'elle avait cru pouvoir enterrer sous le poids de sa couronne, était en train de ressurgir, implacable. Les souvenirs de Lambeth, des baisers volés, des promesses légères, de cette insouciance juvénile qui lui semblait si lointaine et si innocente à l'époque, la submergeaient. Ses mains, qui tenaient un mouchoir de dentelle, se mirent à trembler. Ses lèvres, habituellement pleines et souriantes, se mirent à tressaillir. Elle se laissa retomber sur le tabouret, son corps secoué par des spasmes. Les larmes commencèrent à couler, d'abord silencieuses, puis transformées en sanglots déchirants. Le pouvoir royal s'effritait face à la vérité, la dignité de la reine s'anéantissait sous le poids de ses fautes. « Oui, murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible entre les sanglots. « Oui, c'est vrai, j'étais jeune si jeune, j'ai été imprudente, j'ai commis des erreurs. » Elle avoua une partie de ses fautes passées, les relations prémaritales avec Manox et Rame, la naïveté de son cœur, son désir d'affection. Elle se blâma, elle implora la pitié, elle tenta de se justifier par son jeune âge et l'absence de réelle tutelle. Mais Cranmer n'avait pas terminé. « Et monsieur Thomas Culpeper, votre majesté ?» demanda-t-il, sa voix douce mais implacable. « Les rencontres clandestines? Les faveurs accordées ?» À ce nom, Catherine se raidit. Elle leva les yeux, ses pupilles dilatées par la terreur. « Non !» s'écria-t-elle avec une force inattendue. « Non, je n'ai jamais eu de relation coupable avec Thomas Culpeper. C'est faux. » Elle nia avec véhémence, avec une obstination qui laissait transparaître non seulement la peur,
mais peut-être aussi une dernière tentative de protéger l'homme qu'elle avait aimé, ou du moins, l'homme avec qui elle avait partagé ses moments d'évasion. Elle s'accrochait à ce dernier déni, comme à une bouée dans un océan de désespoir. L'air était saturé de ses larmes, de son effroi, et de la cruelle fatalité qui s'abattait sur la jeune reine. Cranmer, le visage marqué par la tristesse, savait que son devoir n'était pas encore terminé. Le mois de décembre 1541 s'ouvrit sur une scène d'une violence inouïe. Le matin où l'archevêque Cranmer se présenta devant Henri VIII pour lui révéler l'étendue des confessions, le roi était de bonne humeur. Il venait de recevoir des nouvelles de ses chantiers navals et avait passé une nuit paisible, bercé par l'illusion d'un mariage heureux et d'une reine jeune et fidèle. Il attendait Cranmer pour discuter de questions ecclésiastiques, loin des sombres complots de la cour. Cranmer entra dans la chambre privée du roi, un lieu habituellement empreint de puissance et de majesté, mais qui semblait ce jour-là respirer le danger. L'air y était lourd, chargé de l'odeur du feu de bois, du vin épicé et des herbes médicinales que le roi consommait pour ses maux. Henri, assis dans un fauteuil massif, le visage rubicond, le salua d'un sourire. « Eh bien, monseigneur, quelles nouvelles nous apportez-vous ce matin? Encore des hérétiques à brûler ou des réformes à discuter ?» Sa voix, habituellement tonitruante, était empreinte d'une légèreté inhabituelle. Cranmer, le cœur serré, s'inclina profondément. Il choisit ses mots avec une prudence extrême, sachant que chaque syllabe pourrait déclencher une explosion. Il commença par les rumeurs qui circulaient, puis parla de la lettre de John Lascelles, et enfin, des interrogatoires de Manox et de Ram. Il présenta les preuves avec une clarté impitoyable, sans omettre les détails les plus sordides des relations prémaritales de Catherine. Le sourire d'Henri s'effaça lentement. Son visage, d'abord perplexe, se durcit, puis vira au cramoisi. Ses yeux, d'un bleu d'acier, se mirent à lancer des éclairs. Un silence pesant s'installa, le seul bruit étant celui du feu qui crépitait. Le roi écoutait, immobile, comme une statue de pierre, mais une tension grandissait en lui, palpable, effrayante. Puis, Cranmer, d'une voix presque inaudible, mentionna les aveux de Ram concernant des rencontres après le mariage de Catherine avec le roi. Ce fut la goutte d'eau. La mention de Culpeper, bien que niée par Catherine, ne fit qu'attiser le feu. La fureur d'Henri VIII éclata alors, comme une tempête de rage royale s'abattant sur le palais. Il se leva d'un bond, son corps massif tremblant de colère. Le fauteuil bascula et s'écrasa sur le sol avec un bruit sourd. Sa voix, habituellement puissante, se transforma en un rugissement bestial, remplissant la pièce et faisant trembler les fondations même du pouvoir. « Trahison !» hurla-t-il, ses veines gonflées sur son cou épais. « Infamie !» Il jeta une chope d'argent sur le mur, la faisant rebondir avec un fracas métallique. « Comment ose-t-elle me tromper, moi, Henri, roi d'Angleterre ?» Le sentiment d'humiliation et de trahison personnelle le submergea. Il avait cru trouver en Catherine la pureté, la jeunesse, la promesse d'un héritier légitime. Il avait été bafoué, une fois de plus, par une femme. Le souvenir d'Anne Boleyn, de sa prétendue infidélité, le hanta. Il avait été le jouet d'une jeunesse frivole, la risée de l'Europe. Son orgueil était blessé au plus profond. Il commença à crier des ordres, à jurer, à se lamenter. Qu'on l'enferme, qu'on la décapite, qu'on la brûle. Sa fureur était incontrôlable, une force dévastatrice qui menaçait d'emporter tout sur son passage. Les courtisans présents, figés par la peur, tentaient de se fondre dans les murs, les visages pâles, les mains jointes en prière silencieuse. Personne n'osait bouger, personne n'osait parler. Le silence généralisé était un témoignage de la terreur qu'inspirait la colère du roi. Chaque homme craignait de devenir la prochaine victime de cette fureur aveugle. Cranmer, pâle mais stoïque, resta debout, attendant que la tempête se calme. Il savait que le destin de Catherine était scellé. La colère d'Henri était une force de la nature, et elle ne s'apaiserait qu'avec le sang. Le palais tout entier semblait retenir son souffle, attendant les conséquences inévitables de cette crise violente. Dans la confusion et la fureur qui suivirent la révélation, le destin de Catherine Howard bascula avec une brutalité implacable. Les ordres du roi, incohérents et terrifiants dans leur rage, furent exécutés avec une hâte fiévreuse. La reine, encore sous le choc de sa confrontation avec Cranmer, fut arrachée à ses appartements royaux. Les gardes, leurs visages impassibles sous leurs casques luisants, envahirent sa chambre, brisant le dernier semblant de sa dignité. Catherine, vêtue d'une robe de nuit de soie fine, fut emmenée. Elle ne lutta pas, ne protesta pas, ses yeux vides fixant un point invisible au-delà des murs. Le désespoir l'avait saisie, gelant son sang dans ses veines. Les dames d'honneur, ses compagnes de jeu et de rire, se détournèrent, certaines pleurant en silence, d'autres craignant pour leur propre sort. L'atmosphère était celle d'une déchéance brutale, le faste de la royauté s'évanouissant dans la grisaille de la disgrâce. Elle sentit le froid du couloir sous ses pieds nus, le vent glacial de décembre qui s'engouffrait par une fenêtre mal fermée. Elle fut d'abord confinée à Sion Abbey, un monastère éloigné, transformé en lieu de réclusion pour les âmes en disgrâce. Le voyage fut long et silencieux, dans une litière secouée, sous la garde d'hommes au visage fermé.
Le paysage défilait, flou et indifférent à sa souffrance. Les murs austères de l'abbaye, les cellules froides et dépouillées, contrastèrent violemment avec les fastes du palais. Elle y fut isolée, privée de ses dames de compagnie, de ses bijoux, de ses belles robes. Le silence y était assourdissant, brisé seulement par le chant des moines ou le frottement de sa propre robe sur le sol de pierre. Chaque jour était une éternité, chaque nuit un cauchemar peuplé de fantômes de son passé et de visions de son avenir. Le sentiment d'abandon la rongeait, la conscience aiguë de la finalité de sa situation. Pendant ce temps, la cour était en proie à une véritable purge. Henri VIII, blessé dans sa chair et son orgueil, ne voulait laisser aucun complice impuni. Son entourage fut dispersé avec une rapidité terrifiante. Les arrestations s'enchaînèrent. Francis de Rame, son ancien amant et son secrétaire, fut jeté en prison, son visage marqué par la peur et la résignation. Thomas Culpeper, le jeune et beau gentilhomme, son amant présumé, fut également appréhendé, son arrogance s'effondrant sous le poids des accusations. Lady Rocheford, la belle-sœur d'Anne Boleyn, qui avait si habilement facilité leur rencontre clandestine, fut aussi arrêtée, son sourire énigmatique remplacé par une panique croissante. Les couloirs du palais, qui avaient résonné des rires de Catherine, résonnaient désormais d'un silence pesant, un silence de mort. Chacun craignait d'être le prochain, de voir son nom prononcé par les inquisiteurs royaux. Les serviteurs, les courtisans, les membres de la famille Howard, tous étaient sous le choc, naviguant entre la peur, l'opportunisme et un certain soulagement que la tempête ait enfin éclaté, même si elle était dévastatrice. Puis vint l'ordre de transfert. Catherine fut déplacée de Sion Abbey vers la Tour de Londres, le lieu où tant de têtes couronnées avaient trouvé leur fin. Le voyage sur la Tamise, un matin gris et brumeux, fut l'incarnation même de sa chute. La barque glissait silencieusement sur les eaux sombres, les murs imposants de la tour se dressant à l'horizon, une forteresse de pierre, symbole de la puissance royale et de son impitoyable justice. Le vent froid fouettait son visage, portant avec lui l'odeur de la boue et du sel. En franchissant les lourdes portes de la tour, Catherine sentit le poids de l'histoire s'abattre sur elle. Elle était la deuxième reine d'Henri VIII à entrer dans ses murs, la deuxième à y trouver son destin. Le bruit des clés, le grincement des gonds, le claquement des portes derrière elle, tout cela était le glas de sa jeune vie. Elle était seule, abandonnée, son monde s'était écroulé. Le profond désespoir l'envahissait, une tristesse infinie, mêlée à la réalisation amère que son destin était désormais scellé, irrévocable. Elle était une reine déchue, une femme brisée, et la tragédie de son existence venait tout juste de commencer. Le mois de janvier de l'an de grâce 1542 s'annonçait d'une rigueur inaccoutumée. Un froid mordant s'était abattu sur Londres, gelant les rues et les cœurs, tandis que la Tamise charriait des blocs de glace sombres, comme des présages flottants. Mais au-delà des frimas hivernaux, c'était une autre sorte de glaciation qui s'installait sur la cour et sur l'Angleterre, celle de la justice royale, froide, implacable et terriblement efficace. Le Parlement fut convoqué, non pour débattre, mais pour entériner une décision déjà prise dans les profondeurs de la rage royale. Les députés et les pairs, convoqués d'urgence, s'étaient rassemblés dans la grande salle du palais de Westminster. L'air y était épais, lourd des souffles retenus et des craintes silencieuses. Les rayons pâles du soleil d'hiver, filtrant à travers les hautes fenêtres à meneaux, ne parvenaient pas à dissiper l'atmosphère sinistre qui régnait. Chaque homme, drapé dans ses lourdes fourrures, sentait le poids de l'histoire et la menace omniprésente de la colère d'Henri VIII. Les murmures se faisaient rares, les regards fuyants. Personne n'osait s'attarder sur les visages de ses voisins, de peur d'y lire une pensée dissidente, une sympathie coupable. Édouard Seymour, comte de Hertford, observait la scène avec un mélange de satisfaction discrète et de prudence calculée. Sa propre sœur, Jane, avait été une reine vertueuse et avait donné au roi le précieux héritier. La chute de Catherine Howard était, pour lui et sa faction, une opportunité de consolider leur pouvoir, de rappeler à tout la moralité et la stabilité que représentait la lignée Seymour. Il sentait la tension dans la pièce, une tension presque palpable, comme un ressort bandé à l'extrême. Chaque parlementaire savait que son vote n'était qu'une formalité, un acquiescement forcé à la volonté du monarque. La loi, en ces temps troublés, était un instrument souple, capable de se plier au désir du souverain, un rouleau compresseur législatif destiné à écraser toute opposition, toute dissidence. Le lord chancelier, Thomas Wriothesley, d'une voix monocorde et dépourvue de toute émotion, présenta l'acte d'attainder. Il détailla les accusations contre la reine Catherine, non seulement l'impudicité avant son mariage, mais aussi la dissimulation de cette impureté au roi, un crime de lèse-majesté d'une gravité inouïe. Puis, le coup fatal, l'acte déclarait également coupable de trahison toute personne qui, connaissant l'impudicité d'une future reine, n'en informerait pas le roi et toute reine qui, après son mariage, se rendrait coupable d'infidélité. C'était un précédent terrifiant, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque femme qui oserait un jour aspirer à la couronne, et de chaque courtisan qui oserait garder un secret. Le texte était rédigé avec une précision juridique froide, chaque paragraphe une brique dans le mur de la condamnation de Catherine.
Il n'y avait pas de procès, pas de défense, juste une accusation et une sentence déguisée en loi. Les visages des parlementaires restaient impassibles, mais sous le masque de l'indifférence, l'anxiété rongeait. Chacun pensait à sa propre famille, à ses propres secrets, à la facilité avec laquelle une telle loi pourrait être retournée contre n'importe qui. La loyauté était forcée, le pragmatisme froid dictait les choix. Il n'y avait pas de place pour la pitié, pas de voix pour la clémence. Le vote fut unanime, un chorus silencieux de têtes qui s'inclinait en signe d'approbation. L'inéluctabilité du destin de Catherine était scellée, non pas par une cour de justice, mais par une assemblée de craintifs, manipulés par la vengeance royale. L'air, malgré le froid extérieur, semblait se charger d'une chaleur malsaine, celle d'une justice corrompue par la peur. C'était un jour sombre pour la loi, un jour qui annonçait une fin encore plus sombre pour la jeune femme enfermée dans les murs de la tour. Les premiers jours de février 1542 furent marqués par une série d'événements macabres, une démonstration de force du pouvoir royal qui se voulait exemplaire. L'hiver tenait toujours l'Angleterre dans son étreinte glaciale, et le ciel de Londres, d'un gris plombé, semblait pleurer à l'unisson avec les âmes des condamnés. Les exécutions eurent lieu sur Tower Hill, une petite éminence à l'extérieur des murs de la tour, un lieu déjà imprégné du sang de tant d'autres suppliciés. Le 8 février, Francis Derham et Thomas Culpeper furent conduits à l'échafaud. L'ambiance était celle d'une foule oppressante, silencieuse, venue assister au spectacle de la mort. L'odeur âcre de la paille humide se mêlait à celle des corps entassés et de la peur. Derham, l'ancien amant de Catherine, apparut le premier. Son visage était marqué par la terreur et la résignation, ses yeux hantés par le souvenir de sa liaison passée et l'ironie de son retour à la cour. Il tenta de prononcer quelques mots, une confession, une imploration de pardon, mais sa voix, faible, fut à peine audible au milieu du vent qui sifflait et des chuchotements de la foule. Ses vêtements, autrefois ceux d'un secrétaire ambitieux, étaient maintenant tachés et froissés, le reflet de sa déchéance. Il fut pendu, tiré et écartelé, une punition barbare réservée aux traîtres, son corps démembré sous les yeux horrifiés de la foule. Le cri de sa mort fut étouffé par le bourreau, un homme massif au visage dissimulé, dont les gestes étaient d'une efficacité effrayante. 2 jours plus tard, le 10 février, ce fut le tour de Thomas Culpeper. Le jeune gentilhomme, autrefois si beau et si plein de vie, avait le visage pâle et émacié par la captivité. Son regard, jadis si audacieux, était maintenant empreint d'une profonde tristesse et d'une acceptation amère. Il monta à l'échafaud avec une dignité inattendue, ses mains liées devant lui. Il prononça une brève prière, demandant pardon pour ses péchés, puis inclina la tête. Il fut décapité, une mort plus noble mais tout aussi brutale. Le son sourd de la hache tranchant l'air, puis le corps s'effondrant, fut un rappel glaçant de la précarité de la vie à la cour. Le sang de Culpeper, d'un rouge sombre sur le bois brut de l'échafaud, était un avertissement muet pour tous ceux qui oseraient défier la volonté royale. Mais la justice d'Henri VIII ne s'arrêta pas là. Lady Rochefort, la belle-sœur d'Anne Boleyn, celle qui avait si habilement orchestré les rencontres secrètes de Catherine et Culpeper, avait été déclarée folle par les médecins du roi. Son esprit, peut-être brisé par la peur et la culpabilité, ou peut-être une ruse désespérée pour échapper à son sort, l'avait abandonnée. Pourtant, même la folie ne put la sauver. Un acte du Parlement fut voté, déclarant que la folie ne pouvait pas la soustraire à la justice. C'était une cruauté calculée, une démonstration de l'étendue du pouvoir royal qui ne reculait devant rien. Elle fut également exécutée le même jour que Culpeper, sa mort ajoutant une couche supplémentaire d'horreur et de terreur à la cour. Ces derniers moments furent ceux d'une femme brisée, incapable de comprendre la portée de ce qui lui arrivait, un spectacle d'une tristesse infinie. Ces exécutions publiques, macabres et exemplaires, imprégnèrent la cour et le peuple d'une peur panique. Chaque tête coupée, chaque corps démembré, était un message clair et brutal. Personne n'était à l'abri de la fureur royale. L'ambiance était celle d'une ville sous le choc, où le silence des rues après les exécutions était plus assourdissant que les cris de la foule. La justice était rendue avec une cruauté calculée, non pas pour la rédemption, mais pour la démonstration de la force du souverain. Pour les condamnés, ce fut la terreur et la résignation face à une fin inéluctable. Pour la cour et le peuple, ce fut un avertissement brutal, gravé dans le sang et la peur, des conséquences des liaisons royales. Pendant ce temps, dans les entrailles de la tour de Londres, Catherine Howard passait ses derniers jours, cloîtrée dans une cellule froide et humide de la Queen's House, surplombant la sinistre Tower Green. Le début de février s'étirait, chaque aube apportant avec elle une lumière blafarde qui filtrait à travers les barreaux de la petite fenêtre, et chaque crépuscule plongeant la pièce dans une obscurité angoissante. L'atmosphère de son cachot était un huis clos lugubre et poignant, où le silence n'était rompu que par le grincement lointain des portes, les pas feutrés des gardes, ou le cri plaintif d'une mouette au-dessus de la Tamise. L'odeur de la pierre mouillée et de la moisissure s'accrochait à ses vêtements, remplaçant les parfums capiteux de son ancienne vie. Son état psychologique était un tableau de teintes changeantes, alternant entre le désespoir le plus profond et une dignité inattendue face à son sort inévitable.
Les premières semaines avaient été un tourment de larmes et de sanglots, d'incompréhension et de révolte. Elle avait frappé les murs de pierre, crié son innocence pour les accusations de trahison post-maritale, imploré une clémence qui ne viendrait jamais. Le regret la rongeait, un regret lancinant pour son insouciance juvénile, pour les choix imprudents qu'il avait menés ici. Elle revoyait les visages de Manox, de Durham, de Culpeper, des ombres fantomatiques qui la hantaient, chacune un rappel de son cheminement vers la tragédie. Mais à mesure que les jours s'écoulaient et que la date fatidique se rapprochait, une étrange transformation s'opérait en elle. Le désespoir, bien que toujours présent, laissait place à une forme d'acceptation, une résignation sereine face à l'inéluctabilité. Elle avait cessé de pleurer, ses yeux, jadis si vifs, affichant désormais une mélancolie profonde mais calme. Elle passait de longues heures en prière, agenouillée sur le sol froid, ses mains jointes, cherchant la rédemption dans la foi. Les mots du Pater Noster et de l'Ave Maria résonnaient dans la petite cellule, une mélodie ténue d'espoir dans l'attente de la mort. Elle implorait le pardon divin pour ses péchés, espérant trouver la paix que le monde lui avait refusée. Plus saisissant encore, Catherine commença à s'entraîner à mourir. Avec l'aide de ses dernières dames de compagnie, quelques femmes qui lui étaient restées fidèles jusqu'à la fin, elle répétait la scène de son exécution. Elle s'agenouillait, les yeux bandés, le cou tendu, imaginant le tranchant de la hache. Elle voulait affronter la mort avec courage, avec la dignité d'une reine, même déchue. Elle ne voulait pas que son dernier acte soit une démonstration de faiblesse, une panique indigne. Cette pratique macabre était sa manière de reprendre un semblant de contrôle sur son destin, de se préparer mentalement à l'ultime épreuve. Elle avait demandé à ce que le billot soit apporté dans sa cellule la nuit précédant son exécution, afin de pouvoir le voir, le toucher, et s'y habituer. L'idée était de ne pas être surprise, de ne pas laisser la peur la submerger au dernier instant. Les nuits étaient des veilles angoissantes, où le sommeil ne venait qu'avec difficulté. Le silence de la tour, brisé par le vent hurlant dans les interstices des pierres ou le tintement lointain d'une cloche, était un rappel constant de l'aube fatale qui approchait. Elle se remémorait son enfance insouciante à Lambeth, les rires avec Durham, les leçons de musique avec Manox, la montée fulgurante à la cour, l'amour du roi, les bras de Culpeper. Sa vie, si courte, avait été un tourbillon de passion et d'erreur, d'ambition et de naïveté. Elle était une âme en quête de rédemption, cherchant la paix intérieure avant que le bourreau ne lui offre la paix éternelle. Cette jeune femme, qui avait connu les sommets de la royauté et les abîmes de la disgrâce, se préparait désormais à affronter son destin avec une force inattendue, une dignité retrouvée dans la solitude de sa cellule. Le 13 février 1542 se leva sur Londres, un jour gris et venteux, son ciel bas et lourd reflétant l'humeur sombre de la ville. C'était le jour de l'exécution de Catherine Howard. L'air était d'un froid coupant, et une fine pluie glaciale commençait à tomber, transformant la terre battue de Tower Hill en une boue sombre et glissante. Une foule immense s'était massée, silencieuse et frissonnante, ses visages pâles tournés vers l'échafaud, dressés comme une sentinelle de bois sombre au milieu de la place. L'odeur du feu de tourbe et de la sueur se mêlait à celle, plus métallique, de la mort imminente. À l'intérieur de la tour, dans sa cellule de la Queen's House, Catherine Howard s'était préparée. Elle avait choisi une robe de velours noir, simple et sans ornement, le symbole de son deuil et de son repentir. Ses cheveux, d'un châtain doré, étaient coiffés avec soin, mais sans la profusion de bijoux d'autrefois. Son visage, bien que pâle et marqué par l'épreuve, portait une expression de calme résolution. Ses yeux bleus, jadis si vifs, étaient empreints d'une tristesse infinie, mais aussi d'une dignité nouvelle, une force intérieure forgée dans la solitude de sa captivité. Elle avait prié une dernière fois, demandant pardon à Dieu et au roi pour ses fautes. À l'aube, les gardes vinrent la chercher. Elle descendit les marches étroites de la tour avec une démarche ferme, ses mains jointes devant elle, tenant un petit livre de prière. Le silence des couloirs était brisé par le seul son de ses pas. En sortant des murs de pierre, elle aperçut l'échafaud, le billot sombre, et la hache du bourreau brillant sinistrement sous la lumière blafarde du matin. Elle ne tressaillit pas, son entraînement mental des jours précédents portait ses fruits. Elle monta les quelques marches de l'échafaud d'un pas lent et régulier. Le vent fouettait sa robe, soulevant les pans de velours autour d'elle. Le silence de la foule était absolu, un silence pesant, rempli d'effroi et de curiosité morbide. Sur l'échafaud, elle se tourna vers la foule. Sa voix, bien que douce, portait une clarté inattendue dans l'air froid. « Je meurs une mort juste et méritée, déclara-t-elle, ses paroles résonnant dans le silence. Et je ne vous demande qu'une chose, priez pour le roi. » Elle ne nia pas sa culpabilité, n'implora pas la pitié. Ces derniers mots furent une acceptation de son destin, un acte de repentance publique, mais aussi une dernière preuve de loyauté envers le souverain qui la condamnait. Elle ne mentionna pas les hommes qui avaient partagé son lit, ni la cruauté de la justice. Elle se concentra sur son âme et son salut. Puis, elle s'agenouilla devant le billot. Ses dames de compagnie, les larmes aux yeux, l'aidèrent à retirer sa coiffe, exposant sa nuque délicate. Le bourreau, un géant silencieux masqué par une cagoule, s'approcha, sa hache levée. «
Catherine déposa sa tête sur le bois froid, ses mains posées devant elle, un dernier signe de grâce dans l'horreur. Elle murmura une dernière prière, peut-être le nom de Jésus. Le silence fut rompu par le son sec et brutal de la hache qui s'abattait. Un gémissement collectif s'éleva de la foule, puis fut étouffé. Le corps de la jeune reine tomba sur l'échafaud, et sa tête roula sur le côté, les yeux ouverts, fixant le ciel gris. La mort de Catherine Howard marqua la fin d'un règne éphémère et tragique, un rappel brutal de la précarité de la vie à la cour et de la cruauté du pouvoir royal. Le sang de la reine se répandit sur le bois, se mêlant à la pluie fine, un spectacle glaçant qui allait hanter les mémoires. La foule se dispersa lentement, emportant avec elle l'image de la jeune femme sacrifiée, son destin scellé par l'hubris et la fatalité. Pour Catherine, ce fut la paix finale, un repos éternel après une vie tumultueuse et tragiquement courte. Après 1542, l'écho des événements tragiques qui avaient emporté Catherine Howard continua de résonner dans les couloirs du pouvoir, imprégnant la cour d'une atmosphère de deuil et de réflexion morose. Henri VIII, profondément marqué par cette nouvelle tragédie, se retira de la vie publique pendant un temps. Le choc de la trahison, réelle ou perçue, de Catherine l'avait plongé dans une mélancolie amère, ravivant les cicatrices de ses mariages passés et renforçant sa méfiance envers les femmes. Ses accès de fureur se firent plus rares, remplacés par une lassitude profonde, un sentiment d'échec personnel qui le rongeait. Il se sentait bafoué, humilié, et la perspective d'une nouvelle union lui semblait lointaine et dangereuse. Il passait des heures seul, dans ses appartements, son corps vieillissant et douloureux alourdi par le poids de ses décisions et de ses regrets. Les fantômes d'Anne Boleyn et de Catherine Howard hantaient son esprit, deux reines sacrifiées sur l'autel de sa quête désespérée d'un héritier et de sa dignité bafouée. La cour, quant à elle, était sous le choc. Une prudence accrue s'était installée, une méfiance généralisée qui rendait chaque interaction plus formelle, plus calculée. Les rires étaient moins spontanés, les plaisanteries moins osées. Chaque courtisan se sentait vulnérable, conscient que les faveurs royales pouvaient se transformer en disgrâce en un instant. Les familles influentes, en particulier la maison Howard, virent leur réputation ternie de manière irréversible. Le duc de Norfolk, oncle de Catherine, fut lui-même inquiété, sa position affaiblie par la chute de sa nièce. La famille, jadis si puissante, dut faire profil bas, consciente que la colère royale pouvait s'étendre au-delà de la seule coupable. Les jeunes femmes de la cour, autrefois insouciantes et ambitieuses, devinrent plus réservées, leur mère veillant avec une rigueur nouvelle sur leur éducation et leur moralité. Le précédent établi par l'acte d'Attinder était clair, l'impudicité d'une reine était une trahison, et le silence des témoins, une complicité criminelle. Le palais, autrefois vibrant de vie et de faste, semblait désormais hanté par le souvenir des reines déchues. Les couloirs résonnaient des échos des tragédies passées, un avertissement perpétuel des dangers du pouvoir et des pièges de l'ambition. Les jardins, qui avaient été le théâtre de tant de rencontres secrètes, semblaient murmurer les noms des amants perdus. La figure de Catherine Howard, jeune, charmante et imprudente, resta gravée dans l'histoire comme un exemple poignant de la jeunesse sacrifiée sur l'autel des passions royales et des intrigues impitoyables de la cour. Son destin fut celui d'une femme à la fois victime de son éducation laxiste et de ses propres erreurs, mais aussi d'un système impitoyable qui ne tolérait aucune imperfection chez ses reines. Pour Catherine, sa postérité fut tragique, un symbole de l'innocence perdue et de la cruauté du destin. Elle n'eut pas le temps de mûrir, de comprendre pleinement les enjeux du monde qui l'entourait. Sa vie fut un feu de paille, brillant intensément avant de s'éteindre brutalement. Elle fut la rose sans épines qui, par sa fragilité et son manque de racines profondes, fut arrachée sans pitié. Son histoire devint une fable, une leçon de morale pour les générations futures, un rappel que même sur le trône, la vertu et la prudence étaient des boucliers plus solides que la beauté et la jeunesse. Le règne d'Henri VIII, marqué par tant de ruptures et de sang, ajoutait une nouvelle page sombre à son histoire, celle d'une reine enfant, dont le rire s'était tu trop tôt sous le couperet d'une justice implacable. La cour et le royaume continuèrent leur chemin, mais le souvenir de Catherine Howard resta, tel un murmure dans le vent, une mélodie mélancolique dans la grande symphonie de l'histoire des Tudors.